Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur pour IP Logos. La précédente vidéo était une présentation théorique de l'accès à l'interface en ligne d'un équipement Cisco. Dans la littérature anglophone, on parle de CLI pour Command Line Interface. Et pour faire suite à cette précédente vidéo, donc, voyons maintenant les choses de façon pratique avec dans l'ordre le dialogue de configuration initiale, les différents modes de fonctionnement du CLI et quelques bases d'utilisation de l'interface de commande, comme les raccourcis clavier ou encore l'aide en ligne que l'on appelle l'aide contextuelle. C'est parti! Donc je commence en lançant mon émulateur de terminal. Je suis sous un système Mac OS X, comme vous le voyez peut-être. Et donc l'émulateur de terminal que je vous recommande, en tout cas celui que j'utilise, c'est le logiciel ZOC. Je vais ouvrir une session console sur un équipement que je viens d'ouvrir. Ouvrir des cartons, il sort de chez Cisco, il est allumé électriquement et je viens donc de l'initialiser depuis un petit moment et je viens de me connecter sur le port console. Alors premier commentaire, vous voyez ici, je vais le souligner. Vous voyez ici donc, il a disparu, mais la présence d'un prompt ou de l'absence de prompt. J'ai juste un petit tiret clignotant qui semble indiquer qu'il n'y a pas d'échange entre le commutateur et mon émulateur de terminal. Il faut penser, que ce soit avec PuTTY ou tout autre émulateur de terminal, à demander régulièrement le rafraîchissement du prompt. Pour ça, nous appuyons sur le retour chariot. Retour chariot, je répète la dernière question ou le prompt tel qu'il est affiché. Donc ici, tant que je ne réponds pas correctement à la question, je suis amené à faire afficher le prompt précédent. Alors, est-ce que vous voulez entrer dans le dialogue de configuration initiale? Alors, ce qu'il faut savoir ici, vous avez ici yes or no, ce sont les deux valeurs attendues pour la réponse à la question. Et la question qui est posée, c'est voulez-vous entrer dans le dialogue de configuration initiale? Alors, il s'agit d'un script qui permet de poser quelques questions à l'utilisateur. L'utilisateur répond aux questions et en fonction des questions et des réponses apportées, il va définir la liste des commandes et de la configuration de notre commutateur. Alors, bien évidemment, c'est un script très simple. Je ne vais pas pouvoir activer des fonctionnalités très évoluées. Ça peut dépanner certains utilisateurs. Maintenant, il faut savoir que dans 99% des cas, peut-être plus, nous n'utiliserons jamais ce dialogue de configuration initiale. Maintenant, vous êtes candidat à la certification CCNA et il faut avoir au moins une fois pratiqué ou vu quel était le type de dialogue et quelles étaient les questions qui vous sont posées pendant ce dialogue. Donc, je vais répondre yes. Yes, retour chariot. Et on me prévient. À tout moment, je peux disposer d'une aide en ligne à l'aide du point d'interrogation. Alors ça, c'est quelque chose qui sera générique dans l'iOS. Très souvent, voire tout le temps, vous allez pouvoir avoir ce que l'on appelle une aide contextuelle, c'est-à-dire adaptée à votre contexte, pour essayer de trouver quelles sont les commandes possibles ou quelles sont les valeurs autorisées. À tout moment, on peut quitter le dialogue en utilisant les combinaisons de commandes CTRL-C. Et enfin, si je tape retour chariot à une question, il va prendre la valeur par défaut qui est indiquée entre crochets. Donc là, première question, voulez-vous rentrer dans la configuration de la gestion simple de votre commutateur, Basic Management Setup? Oui ou non? Soyons fous. Disons OK. Première question, quel est le nom de votre système? Alors là, c'est à vous de renseigner correctement. On est en labo, on va peut-être l'appeler switch 1 pour identifier notre premier switch. Ensuite, il nous demande quel est le mot de passe qui va être utilisé pour rentrer dans le mode privilégié, l'équivalent de ce que l'on peut appeler le compte route ou le compte administrateur dans les environnements Linux, Unix ou Windows. C'est ce que l'on va appeler le mode privilégié ou le mode enable dans notre iOS.
Donc ici, on nous demande quel est le mot de passe. Enable secret. Secret, ça va nous indiquer que le mot de passe sera chiffré dans les fichiers de configuration. On ne pourra pas lire de façon claire et intelligible le mot de passe qui va être choisi. Donc si par exemple ici je tape Cisco, vous verrez que le script va générer et va utiliser cette valeur. Par contre, elle ne sera pas lisible puisqu'elle est encodée, elle est chiffrée, elle est protégée. Alors pour des raisons de compatibilité avec d'anciennes versions de l'iOS, on peut également rentrer le mot de passe enable en clair cette fois-ci. Alors, par contre, ce mot de passe peut être rentré. À partir du moment où il existe un mot de passe secret, il est toujours préféré. Donc si à la place de Cisco, je tape par exemple IPlogos, nous verrons tout à l'heure que le mot de passe IPlogos n'est pas le mot de passe réellement actif pour ma plateforme. Ensuite, le script me demande le mot de passe pour les terminaux virtuels. Les terminaux virtuels, ce sont les accès à distance à l'interface de commande en ligne. Donc, accès à distance, ça peut être soit du Telnet, soit du SSH. Quel est le mot de passe choisi? Pour l'exemple, ici, nous n'utiliserons pas les accès à distance, donc je rentre Cisco pour illustrer. Voulez-vous configurer la gestion de votre commutateur à l'aide du protocole SNMP? SNMP est un protocole effectivement de supervision qui me permet de connaître et de surveiller l'état d'un équipement ou de fonctionnalités qui tournent à l'intérieur de cet équipement, comme par exemple les interfaces, savoir si une interface est active ou désactivée. Et donc la supervision à distance se fait à l'aide d'un manager SNMP, puisque c'est le protocole SNMP qui est utilisé entre le commutateur et le manager. Donc ici, je ne vais pas utiliser de supervision SNMP, je tape Entrée puisque la valeur par défaut me satisfait. Ensuite, vous voyez ici, il me donne la liste des interfaces qui peuvent être utilisées pour la gestion de mon équipement. Donc ici, vous avez finalement un tableau. Alors, hop, je vais le marquer directement sur votre écran. Vous avez donc finalement un tableau avec plusieurs colonnes. Alors, de façon générale, dans l'iOS, on a toujours des éléments pour nous aider à lire les différentes valeurs. Donc ici, vous avez la partie interface tout à gauche avec le nom de l'interface, par exemple VLAN 1, VLAN 1, Fast Ethernet 0.1, et vous avez très souvent la notation qui utilise le type d'interface. Ensuite, vous avez un numéro de slot. Ensuite, vous avez le slash et enfin le numéro de port. Donc ici, par exemple, lorsqu'on parle de l'interface Fast Ethernet 0/1, il s'agit d'une interface de type Fast Ethernet, donc 100 mégabits, qui peut discuter jusqu'à 100 mégabits, du slot 0, qui est très souvent, le slot 0, c'est très souvent le slot qui est directement embarqué dans mon châssis. Donc ici, j'ai un catalyst, et donc je fais référence aux interfaces qui sont directement sur mon châssis, /1, le numéro de port étant le numéro 1. Et ensuite, j'ai plusieurs informations, elles seront vues au fur et à mesure des détails, lorsque vous rentrerez dans les détails donc des différentes commandes de la certification et du programme donc CCNA. Donc ici, on a la liste des commandes, mais la liste est incomplète. Et vous voyez donc ici le petit indicateur mort. Vous avez plus d'informations. Et donc, pour ceux qui ne sont pas trop habitués au modèle Unix, dans l'utilisation de l'outil mort, j'ai deux possibilités de l'utiliser. Première utilisation, le retour chariot. Un retour chariot m'ajoute une ligne supplémentaire, vous voyez ici, ou bien la barre d'espace pour pouvoir afficher une page supplémentaire. Donc j'ai un ensemble de lignes supplémentaires. Et donc là, avec un ou deux barres d'espace, j'arrive à faire afficher la totalité de ma liste des interfaces disponibles sur mon catalyst. Donc ici, on voit 24 ports Fast Ethernet, 2 ports gigabits sur ma plateforme, ce qui m'aide du coup à pouvoir répondre à la question suivante, qui est ici, quel est le nom de l'interface utilisée pour se raccorder sur le réseau de gestion. Si effectivement je veux pouvoir ultérieurement accéder à mon commutateur à distance par le réseau pour un PC par exemple avec une connexion Telnet ou une connexion SSH, ça peut être intéressant d'identifier dès à présent, en tout cas dans le script nous permet, d'identifier une interface
qui sera utilisé pour accéder à mes services de gestion de mon commutateur. Donc ici, pour l'exemple, je vais utiliser l'interface Fast Ethernet 0/1, retour chariot. Voulez-vous configurer le protocole IP sur cette interface? Oui ou non? Alors par défaut, puisque je suis sur un commutateur, il n'y a pas de pile IP sur chacune des interfaces. C'est un commutateur niveau 2. Faites bien la différence. Vous avez un commutateur Ethernet qui fait de la commutation de tram Ethernet niveau 2. C'est quelque chose de différent d'un routeur qui va faire du routage de paquets IP et qui lui va donc travailler, qui va donc traiter les paquets IP. Donc, voulez-vous configurer une adresse IP sur cette interface? Ici, par exemple, je réponds oui, ce qui me permet de renseigner une adresse IP 1, 2, 3, 4 avec la notation décimale pointée. Le masque de sous-réseau pour cette interface, donc là, il voit qu'il s'agit d'un masque de classe A, donc il me propose 255.0.0.0. Ici, je peux, par exemple, changer mon masque avec une valeur qu'on retrouve très souvent, pourquoi pas, pour illustrer. Voulez-vous activer les fonctions de clustering sur votre commutateur? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cluster? Alors, si je fais un petit schéma ici, vous avez donc, par exemple, un switch 1. Ici, j'ai un deuxième switch. L'idée, c'est que, par défaut, chaque switch est indépendant. C'est qu'il fait que je vais devoir gérer ici, par exemple, la configuration du switch 1, puis la configuration du switch 2. J'ai deux switches à paramétrer, à gérer, à administrer, à superviser, à gérer les mises à jour logicielles. Pour autant, il existe la possibilité de créer des clusters, de créer finalement un super switch qui me permettrait de créer un ensemble beaucoup plus grand. Et donc, les fonctions d'administration et de gestion se font désormais sur le cluster et non pas sur chacun des éléments de mon cluster, donc sur chacun de mes switches. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce n'est pas spécifiquement un programme de la CCNA, nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est juste pour information, voulez-vous activer les fonctions de cluster? Non, mon châssis est tout seul. La réponse à la question est donc non. Et donc là, il me dit, voilà, je vous ai posé quelques questions, vous avez apporté différentes réponses, et donc en fonction des réponses que vous avez apportées, le script génère un ensemble de commandes. Et vous voyez ici, alors, vous avez la partie mort ici qui me montre qu'il y a d'autres choses. Donc on va faire lister l'ensemble. Et donc si on repart tout en haut, vous voyez ici qu'il a créé ici une commande. Alors il existe une commande effectivement qui permet de modifier le nom de mon commutateur ou de mon système. Il s'agit de la commande hostname. Et donc, puisqu'on n'a pas besoin de connaître les informations pour configurer le switch, il génère directement les lignes de commande que nous aurions pu taper directement dans l'interface de commande en ligne. Donc par exemple ici, voilà mon nouveau nom de commutateur. Vous voyez ici le mot de passe enable secret. Pourquoi? Parce qu'il est codé, il est chiffré. Donc ici, je ne peux pas retrouver le mot de passe que j'avais tapé qui était Cisco. Vous avez ensuite le mot de passe enable password qui est l'équivalent en fait de mon mot de passe pour rentrer en mode privilégié. Par contre, il n'est pas chiffré. Celui-là, j'ai choisi une autre valeur pour la démonstration qui est IPlogos. Vous avez le mot de passe pour vos lignes VTY, qui sont les lignes virtuelles pour les accès à distance, Cisco. On n'a pas activé la fonction SNMP, pas de routage IP activé sur mon switch. Et donc vous avez les caractéristiques ensuite des différentes interfaces. Par exemple, j'ai décidé d'utiliser l'interface Fast Ethernet 0.1 pour les besoins de l'administration. On a donc activé IP sur cette interface et nous lui avons donc attribué l'adresse IP 1.2.3.4. Aucune modification sur toutes les interfaces. Elles sont listées presque, j'allais dire, pour mémoire. Et ensuite, donc trois possibilités. Soit je retourne sans rien sauver à cette configuration, soit je relance finalement le mode setup, mon interface courante avec d'autres valeurs pour pouvoir entrer d'autres valeurs, ou soit je décide de sauvegarder cette information-là dans ce qu'on appelle la NVRAM, et nous aurons l'occasion de revenir et d'expliquer les différentes zones mémoire présentes dans les équipements Cisco pour comprendre en fait comment les choses s'articulent, comment les choses sont sauvegardées, est-ce que les choses
sont sauvegardés après une panne électrique, par exemple. Donc ici, nous allons sauvegarder la configuration de façon permanente et nous allons enfin quitter ce mode avec ce mode question-réponse. Donc je vais faire un retour chariot puisque la proposition numéro 2 correspond à ce que je souhaite faire. Il me dit qu'il construit la configuration, en fait qu'il sauvegarde. Et vous voyez ici une information. Il me dit, ben voilà, appuyez sur la touche retour, entrée, pour pouvoir commencer. Alors ici, en passage, vous voyez ici un message un petit peu particulier. Il s'agit d'un message, j'allais dire presque d'alarme, en tout cas d'information, qui permet de donner des informations sur un changement d'état ou sur une information qui peut être importante pour l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose d'assez important en interface console. On est dans un mode d'expertise. Nous allons travailler sur notre commutateur et nos actions peuvent modifier son état. Et donc sur les modifications qui semblent importantes, l'iOS, le logiciel Cisco qui tourne, nous propose et nous donne les informations à la volée. Et donc on voit ici que 16 minutes après le démarrage de notre commutateur, l'état d'un lien a été modifié et donc est devenu down, a été éteint. C'est l'action de notre script. On me demandait de faire retour chariot, je tape retour chariot. Et là, vous voyez ici un prompt. Le prompt est toujours constitué, en tout cas par défaut. Bien sûr, tout est modifiable dans l'iOS. Donc le prompt, c'est le nom qui est défini avec la commande hostname, donc le nom de mon système. Et ici, dans mon cas, j'ai le signe supérieur. Le signe supérieur m'indique que je suis dans un mode utilisateur simple, avec des droits simplifiés. Je peux faire quelques commandes pour vérifier l'état du système ou vérifier l'état des interfaces, mais je ne peux pas faire plus. Pour accéder au mode privilégié, le prompt est différent. Le prompt utilise le symbole dièse. Le nom de mon switch suivi du petit symbole dièse m'indique que je suis dans le mode privilégié. Les droits sont différents dans un cas ou dans l'autre. Donc nous sommes dans un mode de configuration d'expertise et nous allons donc utiliser non pas ce mode ici. Alors je fais à chaque fois un petit retour chariot pour rappeler le prompt précédent et nous n'allons pas travailler avec le mode utilisateur. Nous allons utiliser le mode super utilisateur. Pour passer dans ce mode-là, qu'on appelle aussi le mode enable, on peut taper directement la commande enable dans votre logiciel d'émulation de terminal. Donc la commande enable retour chariot et il me demande le mot de passe. Pourquoi? Puisque, rappelez-vous, dans notre script précédent, nous avions défini un mot de passe, enable password, enable secret. Et je vous avais dit attention, c'est pour rentrer dans le mode enable. J'ai deux valeurs volontairement différentes, mais c'est toujours le mot de passe enable secret qui est pris en compte. Vérifions-le. Je tape ici iplogos. Voilà. Il me dit retaper le mot de passe. Par contre, si je tape cette fois Cisco, qui est le bon mot de passe enable secret, je rentre effectivement avec un nouveau prompt. Donc je suis toujours dans mon interface de commande en ligne, en mode de commande, et je peux taper effectivement des commandes. Une des commandes activables par exemple dans le mode utilisateur, c'est la commande enable. Ici, je suis dans le mode, je peux taper des commandes qui sont des commandes privilégiées, des commandes avancées. Par contre, je suis dans le mode enable, j'ai le petit signe dièse. Je peux retourner au passage dans l'ancien mode en utilisant la commande, hop, je vous enlève la souris pour que vous voyez, disable. Donc enable, je passe dans le mode super utilisateur, disable, je repasse dans le mode standard utilisateur simple. Lorsque je suis dans un ou dans un autre des mondes, je peux taper un ensemble de commandes. Pour connaître les commandes disponibles, évidemment, comme tout débutant, vous avez effectivement quelques commandes que vous apprendrez au fur et à mesure, mais en tant que débutant, vous ne connaissez pas. Vous avez l'aide en ligne. L'aide en ligne, l'aide contextuelle, est appelée avec le caractère point d'interrogation. Donc si ici je tape point d'interrogation, tout de suite, sans retour chariot, il me donne la liste des commandes applicables dans le mode exec, en fait dans le mode utilisateur simple. Et donc j'ai une liste de commandes qui est assez limitée, on va dire une vingtaine ou une trentaine de commandes, qui me permettent de, par exemple, passer dans l'état enable, qui me permet de quitter
la connexion console, ou qui me permettent d'utiliser la commande ping, ou de faire quelques commandes show. Effectivement, la raison principale pour laquelle nous avons un monde utilisateur simple avec des privilèges assez restreints, c'est vraiment pour pouvoir utiliser notre commande show, pour pouvoir utiliser et voir uniquement des états, mais ne pas modifier l'état de mon commutateur. Donc si je tape ici show par exemple, show, bon, c'est une commande disponible, mais je vois quoi? Aide en ligne, point d'interrogation. Et là, je vois donc la liste des commandes qui peuvent être utilisées en paramètre de ma commande show. Donc par exemple, show, ce qui peut être intéressant, c'est inventory, pour voir les aspects matériels. Show, inventory. Donc voyez ici ce que je viens de faire. Je viens de me simplifier la vie, non pas en tapant directement le mot inventory. J'ai tapé les premières lettres de ce mot, j'ai tapé INV, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, j'ai demandé la complétion. La complétion peut être activée, ou demandée, plus exactement, à l'aide de la commande tabulation. Donc si je tape show inv tabulation, il vient compléter. Alors pourquoi et comment il devine inventory? Tout simplement, puisque si je fais le point d'interrogation après les 3 premières lettres, il n'existe qu'une seule commande après la commande show qui commence par INV. Si je fais show i au passage, c'est la même chose. Donc je pourrais très bien pu faire show i tabulation, il vient compléter. Idem pour la commande show au passage. Vous allez voir très souvent, les habitués de l'iOS n'utilisent pas la commande show complète, mais utilisent uniquement le sh. Alors si je fais juste S, point d'interrogation, on voit que j'ai plusieurs commandes qui commencent par S, ça peut être un set, ça peut être show, ça peut être SSH, donc l'iOS ne peut pas choisir pour vous ce que vous avez en tête. Par contre, si je tape SH, vous voyez ici, je tape SH, j'ai identifié qu'il n'y a qu'une seule commande qui commence par le SH, et donc là pour lui, SH, c'est quelque chose qui a du sens. Et donc si je demande de faire une complétion de ma commande, il va pouvoir trouver tout de suite que je fais référence à la commande show. Autre chose, au demeurant, la commande show n'a pas besoin d'apparaître, puisque si je tape SH tout seul, il sait qu'il s'agit de la commande show. Donc je peux taper show inventory avec la commande SHI. J'ai fait un petit retour chariot un petit peu rapide ici. Vous voyez, la commande pour lui est ambiguë. Ça veut dire que la syntaxe, c'est pas qu'elle est erronée, c'est qu'elle est incomplète. Show i point d'interrogation, j'ai bien la commande show inventory. Ok, donc à présent, nous allons revenir sur le mode enable. Pour cela, je tape la commande enable. Alors au passage, je peux taper la commande complète enable ou bien faire la même chose, c'est-à-dire me contenter des quelques lettres qui suffisent pour que l'iOS reconnaisse enable. Si je tape E par exemple, point d'interrogation, j'ai soit enable, soit exit. Par contre, si je tape EN, du coup, il n'y a qu'un seul nom possible, qu'une seule commande qui commence par EN. Il s'agit de la commande enable. Le retour chariot suffit pour que l'iOS comprenne de quoi il s'agit. Je rentre mon mot de passe Cisco. Je suis bien dans le mode enable, puisque j'ai le prompt qui me permet d'identifier clairement, attention ici, je suis dans le mode super utilisateur, et j'ai donc un ensemble de droits et de privilèges plus large que dans le mode précédent. Par exemple, si je tape la commande show point d'interrogation, ici, je peux voir tout. Toutes les commandes autorisées sur cette plateforme me sont accessibles avec ce super utilisateur. Et donc là, par exemple, si tout à l'heure, nous tapions show i, faisons le show i pour inventory, c'était suffisant. Ici, on voit, j'ai beaucoup d'autres commandes disponibles. Ça peut être show inventory, bien sûr, mais ça peut être show IP, quelque chose, ou show interface, pour voir la liste des interfaces. IN, vous voyez ici la tabulation, il ne sait pas comment compléter. Par contre, show int, il sait compléter sur interface. Et donc, je peux voir les interfaces, j'ai différentes options, et comme très souvent avec les commandes de show, nous avons des shows qui nous permettent d'avoir une vision résumée, show interface summary, et on peut lister donc les interfaces disponibles sur ma plateforme. Alors, je suis dans un mode enable.
Je peux utiliser des commandes pour visualiser l'état du commutateur. Donc ça, c'est la première utilisation, c'est l'utilisation de la commande show. Nous pouvons également être amenés à utiliser le mode enable pour faire du diagnostic et notamment utiliser des commandes qui sont ce qu'on appelle les commandes debug. Donc on a un ensemble de commandes debug qui nous permettent de voir en temps réel ce que fait exactement le commutateur. Et donc là, je vais avoir des messages qui vont s'afficher sur mon écran pour voir j'ai reçu tel message, tel autre message, j'ai traité, mais cette valeur-là a été erronée, donc j'ai renvoyé ci, etc. Donc on peut savoir exactement ce que fait le commutateur en temps réel, ce qui est un outil essentiel pour nous aider au diagnostic en cas de dysfonctionnement. Et le troisième intérêt de la commande, enfin plus exactement du mode enable, c'est de pouvoir paramétrer, configurer le comportement du commutateur. Et pour ça, je vais passer dans un mode qui n'est pas le mode de commande, comme à présent, mais dans un mode de configuration. Et pour appeler ce mode de configuration, je tape la commande configure terminal. Et vous voyez ici, le prompt est légèrement différent. Il est venu s'intercaler entre le hostname et le dièse, le mot entre parenthèses, config. Je suis cette fois dans le mode de configuration globale. Je peux donc configurer directement mon commutateur. Mais du coup, les commandes show ne me sont plus accessibles. Je ne suis pas dans un mode d'analyse, de lecture d'informations. Je suis dans le mode de modification du comportement du switch. C'est ce qu'on appelle le mode de configuration. Et ici, c'est un mode de configuration dit global. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres types de modes de configuration. Par exemple, si j'active les fonctions de routage de mon commutateur, avec la commande IP routing, je peux configurer du routage. Et donc, je peux rentrer dans un mode de configuration pour faire de mon switch un routeur. Et donc, je vais rentrer dans un mode adapté. Si par exemple, je tape routeur.interrogation, je vois tous les protocoles de routage supportés sur mon commutateur. Routeur, BGP, EIGRP, OSPF. Prenons l'exemple d'OSPF. Point d'interrogation. Il attend ici un numéro de process, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais vous voyez ici, le prompt est modifié. Je suis dans le mode de configuration d'une fonctionnalité de routage. Alors je ne sais pas effectivement si c'est OSPF, BGP, EIGRP, RIP ou autre. Je suis dans le mode de configuration du routeur. Et là j'ai un ensemble de commandes qui sont spécifiques à OSPF. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les commandes et la petite description de la commande à droite. Et j'ai le mot-clé OSPF qui apparaît dans quasiment toutes les commandes. En tout cas, tout est lié à OSPF. Donc je suis dans le mode de configuration du routeur. Lorsque j'ai fini de taper mes différentes commandes, je peux quitter ce mode à l'aide de la commande exit. À l'aide de la commande exit, je reviens d'un pas en arrière. Donc là, je suis dans le mode de configuration globale. Si je retape exit, je sors du mode de configuration globale et je suis dans le mode enable, le mode privilégié. Donc rappelez-vous, pour entrer dans le mode de configuration, configure terminal, je peux très bien aussi taper, si je ressors, je peux très bien taper conft pour aller plus vite. Et je vais rentrer dans le mode routeur en entrant en disant voilà, je veux configurer le process numéro 1 de mon fonction de routage OSPF pour mon commutateur. Exit, je vais repasser en mode de configuration globale. Si vous tapez end, vous allez directement quitter le mode de configuration et vous retrouvez dans le mode d'utilisateur. Donc pensez, exit, vous passez le niveau en dessus ou en dessous, suivant comment on voit les choses. Et end, vous quittez complètement le mode de configuration, vous revenez sur le mode utilisateur, en tout cas sur le mode privilégié. Donc vous voyez ici quelques utilisations de notre interface de commande en ligne. Il nous reste quelques petites astuces à connaître. Si je veux rappeler une commande, par exemple me replacer dans le mode de configuration de l'interface, je peux très bien retaper conft, configure terminal, ou bien je peux m'aider d'un ensemble d'outils disponibles sur mon iOS. Et un des premiers outils disponibles, ce sont les flèches haut, bas. Ici, je tape sur la flèche haut, je rappelle la dernière commande. Et à chaque fois que je tape sur la flèche du haut, je remonte en fait dans l'historique des commandes qui a été sauvegardée. Donc par exemple ici, lorsque je veux voir la liste des commandes qui ont été sauvegardées, j'ai une commande show history, qui me permet de lister la liste
des commandes qui ont été tapées depuis que je me suis connecté ici sur l'interface de commande en ligne. Donc, les flèches me permettent de me promener. Je vais voir, je rappelle Show History. Au-dessus, je vais avoir Conft. Hop, c'est ce que j'ai si j'appuie sur la flèche du haut. Je peux redescendre, etc. Et donc, on peut se promener dans cette historique qui est assez facile, du coup, pour pouvoir retaper finalement, ou justement éviter de retaper une commande qui a été précédemment déjà tapée. Et ensuite, lorsque je tape une commande, je peux être amené, par exemple, sur Show Interface Summary, on peut être amené à vouloir modifier le début ou la fin d'une ligne. Et donc pour ça, on va utiliser deux petites astuces. CTRL-A qui me ramène en début ou CTRL-E qui me ramène à la fin de ma ligne. Et donc quand j'ai des lignes assez longues de configuration, ça peut être intéressant de revenir CTRL-A début de ligne, CTRL-E en fin de ligne. Autre chose à voir ensemble, nous avons vu le mode de configuration global, le mode de configuration routeur. Il existe un autre mode de configuration. Certaines commandes, par exemple si je veux rentrer une adresse IP sur mon interface, sur une interface de mon commutateur, vous voyez ici la commande qu'il faut taper. Je vais la taper de façon complète. IP adresse. Alors petit détail pour les débutants, adresse, en français, ça prend un seul D. Par contre, à partir du moment où nous sommes dans l'environnement de l'iOS, toutes les commandes sont tapées donc en langue anglaise et IP adresse. Adresse prend 2 D, pas de E à la fin. IP adresse 2.3.4.5 avec un masque 255 3 fois 0. Cette commande ne passe pas. Et vous voyez au passage le petit message d'erreur avec le petit chapeau ici qui me dit jusque-là, la commande, ça peut aller. Par contre, la valeur que vous m'indiquez ici, si je tape IP à quelque chose, ça marche. J'ai bien des commandes disponibles. Par contre, IP AD quelque chose, non, je ne connais pas. Et vous voyez, effectivement, je n'ai pas de AD quelque chose. Les commandes n'existent pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsque je tape une commande erronée, j'ai un message d'erreur. Au passage, on le voit sur les autres commandes que j'ai pu taper, pas d'erreur. J'ai un retour sur mon prompt tout simple. Je n'ai pas d'information qui me dit votre commande a bien été prise en compte. Pourtant, elle est prise en compte de façon dynamique. Ici, petite erreur. Et nous avons un petit indicateur qui me dit à partir d'où ça commence à aller. Jusque-là, ça allait. À partir d'ici, il y a quelque chose qui ne va plus. Et donc, si je veux rentrer une adresse, pourtant la commande, c'est bien IP adresse et l'adresse IP. Tout simplement parce que je dois attribuer une adresse IP à une interface de mon commutateur et non pas à mon commutateur. Donc pour cela, je vais configurer une interface en particulier. Donc interface, par exemple, on a vu Fast Ethernet. Alors au passage, je vais écrire la commande en entier. Interface Fast Ethernet, par exemple 0/24. Et vous voyez ici, je suis dans un autre mode, c'est le mode de configuration de l'interface. Et donc pour votre certification CCNA, il faut bien comprendre les différents modes offerts par l'interface de commande en ligne, mode de configuration global, mode de configuration routeur, et on vient de voir ici le mode de configuration de l'interface, config-if cette fois. Interface de façon simplifiée, c'est l'abréviation qu'on va retrouver en langue anglaise, en tout cas dans l'iOS, pour identifier une interface, config-if. Et ici, donc, je suis dans un mode de paramétrage où j'ai accès aux commandes qui sont liées à mon interface. Alors, c'est l'interface d'un switch. Donc, effectivement, si vraiment je veux pouvoir configurer une adresse IP, il va d'abord falloir activer la fonction IP. Plus exactement, désactiver la fonction commutation Ethernet de niveau 2 pour pouvoir activer de fait. Donc, vous voyez ici la commande noSwitchPort qui me permet de m'enlever du processus de commutation des trames Ethernet et de me retrouver donc avec une interface niveau 3 sur laquelle je peux donner une adresse IP. Et donc si je veux rentrer une adresse IP, je peux utiliser mes flèches pour remonter à la commande précédente que j'avais tapée qui était pourtant erronée. Je tape la même, retour chariot, et cette fois, pas d'erreur, la commande est bien prise en compte. J'ai pu attribuer l'adresse 2, 3, 4, 5 à mon interface Fast Ethernet
0/24. Voilà quelques petites astuces pour configurer notre commutateur, quelques petits raccourcis clavier et quelques petites astuces d'utilisation de notre iOS. Effectivement, c'est typiquement le genre de choses qu'il vous faudra apprendre à manipuler. Et nous verrons progressivement comment on va pouvoir activer différentes fonctionnalités. Petite question, je suis dans le monde ici de configuration de l'interface. Comment je quitte pour revenir à un moment d'utilisateur privilégié? End. C'est ça. Tout ce qui a été fait dans les modes courants, les commandes que j'ai tapées, ont été prises en compte directement. Et le switch, je n'ai pas besoin d'activer une commande qui dit activate quelque chose. Toutes les commandes sont dynamiquement prises en compte. Et le comportement du switch est influencé par les commandes que je tape. Voilà cette petite introduction à notre interface de commande en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui effectivement est un petit peu longue. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur cette vidéo et sur les autres vidéos. Vous avez également sur notre blog www.iplogos.fr/article, vous avez donc un ensemble d'articles avec des informations pour vous aider à préparer la certification CCNA. N'hésitez pas à vous conformer à la fois sur les articles du blog et sur les vidéos proposées sur YouTube pour pouvoir progresser. N'hésitez pas à nous donner aussi des idées d'articles dans vos commentaires ou bien des idées de vidéos s'il y a des choses que vous voulez qu'ils soient traités comme on vient de le faire à l'instant. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Bye bye.